Bonsoir à tous. Le projet de l'Association des jeunes de Guadeloupe est le fruit d'un vaste travail réalisé par Edwin Lopez. Et je tiens à rappeler que la GEC a déjà œuvré en matière d'insertion professionnelle, d'aide financière et d'aide au logement en faveur des étudiants ultramarins. Pour moi, ce projet illustre la volonté d'une jeunesse qui est responsable, une jeunesse qui refuse d'être assistée et qui cherche à se construire un vrai avenir. Et si je soutiens ce projet, c'est parce qu'il se rapproche des valeurs que je défends. Ces valeurs sont la responsabilité, la générosité et la solidarité. L'aspect social de ce projet illustre cette valeur de solidarité. Et nous devons soutenir ce projet car il nous permettra de chasser ces vieux clichés qui laissent entendre qu'un même peuple ou que des élus d'idéologies politiques différentes ne peuvent pas s'entendre sur le même projet ou sur une action commune. Je tiens à remercier les organisateurs de cette rencontre car cette initiative me permet de rappeler que l'action pour la jeunesse n'appartient pas cette action n'appartient pas à une idéologie politique ou à un groupe politique unique. Et cette action pour la jeunesse doit fédérer tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Nous nous battons farouchement contre tous ces clichés que transmettent certains médias à la population, car en vérité, c'est que sans unité de notre jeunesse, qu'elle soit de droite ou de gauche, cette jeunesse soit étudiante ou non scolarisée, que l'avenir de notre territoire sera toujours menacé. Alors maintenant, c'est l'heure de passer à l'action. Je vous remercie pour votre attention et aussi merci à Edwin pour l'action qu'il a commencé à mener, avec les complications que nous connaissons tous lorsqu'il s'agit d'un projet concret, d'action concrète. Merci pour votre attention. Donc je vois qu'il y a de nouveaux arrivants. Je tiens à saluer Michel Linda qui est présent ici, Fred Michel Thio, le secrétaire départemental de l'UNP, et Jean-Luc Maville qui est candidat aux élections municipales. Donc bienvenue. Et maintenant nous allons passer la parole à notre invité d'honneur. Ça fait 3 ans que j'attends qu'il vienne ici pour nous parler de son action, puisque lorsqu'il a commencé en 2011, on était dans une chambre à l'hôtel, je mets l'hôtel d'ailleurs, à parler de ce projet où on disait qu'il fallait créer la GEG et qu'il fallait aussi créer la GEM. Et on était dans un débat pour essayer de trouver le nom parce qu'avant il y avait la GEG et la GEM, c'était à caractère politique, c'était bon, ça n'avait pas dans le sens de la GEG aujourd'hui. Donc je passe la parole à Edwin Lopez, président de l'Association des jeunes de Guadeloupe. Bonsoir à tous, bonsoir Joël et merci. Tu sais, l'attente c'est mieux, on peut mener le projet et maintenant on se dit aujourd'hui, voilà, un lancement de la GEM, j'espère très prochaine. Mardi Mardi prochain, vous voyez, la GEM sera lancée mardi prochain, c'est très bien. En tout cas, merci à tous de m'accueillir en Martinique, c'est vrai que c'est une première pour moi, je suis déjà venu en Martinique il y a très longtemps. Et en 3 ans, j'ai dit à Joanne, oui, je viens, à chaque fois je lui disais, j'arrive dans 6 mois, dans 2 mois, et je ne venais pas, mais c'est fait mieux autant que jamais. L'Association des jeunes de Guadeloupe, c'est une association qui a été créée le 5 février 2011. Pour être précis, c'était suite à une rencontre avec l'antenne régionale de la Guadeloupe à Paris, qui nous faisait part, qui voulait rencontrer des étudiants. Et on s'est rendu compte lors de cette rencontre que les étudiants présents étaient ceux qui étaient déjà là, présents, membres du CRJ, toujours les mêmes, qui étaient ceux qui étaient dans le fichier de la région immédiatement pour rencontrer des étudiants. Mais on n'avait pas accès aux étudiants lambda, l'étudiant qui, lui, n'a jamais eu accès à un élu dans sa vie et qui ne savait pas, et qui avait pourtant des difficultés. Donc quand eux, ils nous demandaient quelles étaient vos difficultés, on disait bon, ça va, puisque quand on a eu une difficulté, on a subi un appel directement à telle personne placée au cabinet pour pouvoir nous aider sur des choses, obtenir un logement ou autre. Et là, on s'est rendu compte qu'en 2009, avait été signée une convention entre la région, la délégation interministérielle, à l'époque c'était Patrick Caram, le délégué, et le CNUS,
c'était Servel, M. Servel, Patrick Servel, je crois, qui était le directeur du CNUS. Et cette convention prévoyait de mettre en place un réseau de référents dans les différents cours de l'Hexagone pour pouvoir justement avoir des relais des jeunes. Ces référents, c'est des étudiants guadeloupéens pour être présents pour encadrer les jeunes guadeloupéens à leur installation. Cette convention avait été signée avec tous les territoires d'outre-mer. Et donc, c'est-à-dire que la Martinique, elle avait signé quand même un an après, mais bon, c'était pour des questions politiques. Hein. L'ancien président régional ne souhaitant pas signer cette convention, donc elle a été signée en 2010. Et elle non plus n'était pas mise en action, elle n'avait pas commencé. 3 ans après, quand même, 2009-2011. On s'est demandé pourquoi la priorité pour le logement étudiant qui était prévue dans cette convention n'était pas appliquée quand même quand on fait 8000 km pour nous aux Antilles, 10 000 pour ceux qui sont de l'océan Indien, et encore plus quand on vient du Pacifique. Pourquoi il n'y avait pas cette priorité appliquée? Pourquoi on n'avait pas ces référents? Pourtant l'État avait prévu tous les moyens nécessaires pour que ça soit mis en place. Donc du coup en 2011 on s'est dit, voilà, on se lance, on met cette association en place. C'était pas facile, c'était pas gagné tout de suite. Je veux dire, même le président de région, malgré le fait que ce soit une association des jeunes de Guadeloupe, était sceptique, comme il disait tout à l'heure Chris. Tous les projets concrets, généralement, surtout quand ils sont portés par la jeunesse, on se dit oh, mais quelqu'un va me chercher là, c'est pas leur job, chacun fait son job, nous on s'occupe déjà des étudiants. Et puis après 6 mois, on a discuté, il y a eu beaucoup de réunions. Et là, au mois de septembre 2011, on a eu un feu vert. On a dit allez-y, on vous accompagne, on vous aide dessus. Surtout que, bon, pour ceux qui me connaissent, j'avais d'autres engagements avant, en 2010, donc c'était pas facile avec un président de région, Victor Lurel, et mes anciens engagements de pouvoir lui faire comprendre que ce n'était pas une association de jeunes de politique ou autre, c'était vraiment une association qui avait pour but d'aider tout le monde. On lui a donné les gages, comme je l'ai dit à Joël, pour créer une AGM, il ne faut pas que ce soit une AGM qui soit entièrement colorée, avec une couleur politique unique. Non. Donc tout le monde peut se retrouver, et tout en sachant que ce n'est pas une association politique. C'est un lobby. C'est un lobby des jeunes. Un lobby des jeunes qui a permis quoi? Entre 2011 et 2013, entre septembre 2013, on s'est rendu compte qu'on a pu loger 600 jeunes. 600 jeunes qui obtiennent un logement en Ile-de-France et dans le reste de la France. Donc il y en avait 200 à peu près en Ile-de-France, c'est énorme. Quand on sait que le logement à Paris, c'est le loyer moyen, c'est de 600 € pour 15 mètres carrés. On a pris le temps, on a pris notre cheval de bataille et nous sommes allés voir tous les partenaires de logements sociaux pour leur dire on a besoin de place pour les étudiants. On a besoin de place pour les étudiants. On a dit au CNUS et rappelé au CNUS qui s'était engagé en 2009 à rendre prioritaire tout étudiant qui vient des Outre-mer. L'excuse du CNUS c'était oui, mais on regarde le critère social. On va demander est-ce que 8000 km n'était pas déjà suffisant pour compter un critère social, les revenus des parents? Quand même 8000 km, ce ne sont pas les mêmes frais que celui qui sort de Bretagne et qui a peut-être un échelon 5, et celui qui sort de Martinique et qui a un échelon 4, il a quand même une priorité d'accès au logement. Donc il y a eu toutes ces discussions et on s'est rendu compte que finalement la démarche était bonne puisque tous les partenaires se sont mis à signer. Pour ne pas les citer, les Estudines, qui sont quand même le bailleurs de logement pour étudiants les plus chers de métropole, voilà, ils nous ont accordé 25% de réduction pour nos étudiants. C'est quand même énorme quand on sait que les loyers peuvent monter aux Estudines entre 800 et 1200 € pour tout un mètre carré. Donc 25% de réduction pour l'adhérence, c'était énorme. Derrière, il y a eu, après le logement, on s'est demandé quels services proposer à l'étudiant. Puisqu'il ne revenait plus vers nous, puisqu'une fois qu'il y a eu son logement en septembre, après on le perdait en haut. Il y a eu des demandes, il y a eu d'autres partenariats de montée, à Londres notamment, parce qu'on avait eu des étudiants qui se sont installés, qui partent faire leur stage à Londres, des stages de langue, des stages dans des écoles, mais simplement pour poursuivre une formation, un travail ou un travail. Et là, on a monté des partenariats à Londres, qui sont sur le logement, une école de langue, et également, j'ai perdu le nom, mais voilà. Il y a 3 partenariats à Londres, l'école de langue, l'école de logement et... Excusez-moi, voilà, ça viendra. Également à New York, parce qu'on s'est dit, voilà, il y a les Guadeloupéens qui vont à New York, donc c'est pareil, c'était l'idée de rencontrer la communauté antillaise de New York, qui est présente également, et donc avec ça, on a monté d'autres partenariats avec eux pour leur dire, voilà, quand on a un étudiant qui part s'installer là-bas, que ce soit pour les études ou pour le premier emploi, qu'il puisse avoir des repères, parce que c'est ça encore l'idée de réseau, c'est d'avoir des repères, et donc ces repères, on a été les chercher. En Argentine aujourd'hui,
encore plus loin, on traverse l'océan, on passe en Chine. On s'est rendu compte qu'il y avait un jeune Martiniquais d'ailleurs qui vendait des rhums martiniquais en Chine. On lui a dit, mais tu es déjà là-bas, il y a d'autres étudiants qui souhaitent partir faire des stages là-bas. Pourquoi ne pas leur dire, quand ils arrivent, quand tu as un peu de temps, de leur dire, voilà, je vais te montrer quelques endroits à connaître pour te repérer. Et là, ça s'est très bien passé. On a eu 2 étudiants qui sont partis cette année et qui ont été mis en contact avec lui. Alors bon, tout de suite, il m'a dit, ce ne sont pas des Martiniquais, mais il a joué le jeu. Et je lui ai dit, bientôt les Martiniquais arriveront avec une association. Ainsi de suite, il y a eu plein de partenariats qui se sont montés. Voilà, aujourd'hui, la GEG est présente en France métropolitaine avec 50 référents dans les courses, mais également au niveau international où partout où il y a un Guadeloupéen qui s'installe, c'est notre logique. Il faut qu'il soit référent ou qu'il connaisse le référent. Pour que plus jamais on puisse se dire que je suis le premier à être arrivé à un endroit. On n'est jamais le premier. Hein. Je ne suis pas le premier Guadeloupe de la rénovation à l'hôtel impérial. Et je pense que si, voilà, le savoir, c'est important pour nous. Et c'est pas, au-delà du Guadeloupe, c'est de ne pas être le premier ultramarin à s'installer quelque part et à se dire je ne connais personne, je n'ai pas le repère. Ça ne doit pas être un éternel recommencement, mais une continuité. Comme on dit chez nous, ici, c'est un mec à la vélote. Je suis arrivé, je ne demande pas de un soutien permanent, je l'accompagne. Tu es là, tu accompagnes de 3 temps, le moment qui s'installe, et s'il y a des liens qui se tissent, allons plus loin. La grosse problématique qu'on a rencontrée après toute cette problématique de réseau et d'installation, c'est l'aide financière. Les étudiants, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette réunion se fait aussi ce soir, les étudiants seront, après leur installation, ça peut arriver en septembre, en octobre, mais carrément en janvier, février, et c'est pas ce moment où l'étudiant qui a fait 8000 km se retrouve à avoir un problème de trésorerie. Parce qu'il faut savoir qu'une installation à Paris, c'est, selon les statistiques et selon les évaluations, ça coûte entre 3 000 et 4 000 euros. Si on n'a pas déjà la chance d'avoir un logement, si on n'est pas boursier, ça peut aller très très vite. Et le parent ne se rend pas compte forcément de ça, mais s'il passe, par exemple, l'étudiant prend un logement dans un studio chez un particulier, il passe par une agence, 800 euros de frais d'agence, 600 euros de loyer et 800, merci. Et 800 euros directement de dépôt de garantie. Donc ça va très très vite. Et au-delà de ça, il faut rajouter la lingerie d'hiver, il faut rajouter tout ce qui va autour, le transport. À Paris, on vous offre une baguette, c'est 5 centimes. C'est pas comme en Martinique, on habite, on va vous dire, bon allez, vas-y, ta mère va repasser demain, ça n'existe pas. Donc l'idée, c'était de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait de cet étudiant qui, en fin de mois de septembre, il vient nous dire, écoutez, je vois depuis une semaine du lait parce que c'est tout ce que j'ai pu acheter. Le renvoyer vers la région, le renvoyer vers l'assistante sociale qui lui dit, oui, d'accord, je prends vos dossiers et revenez dans 15 jours. Dans 15 jours, qu'est-ce que je vais continuer à faire? Avoir du lait et du pain, si je peux acheter le pain. Avoir du lait parce que j'ai pas eu 50 euros, 100 euros pour pouvoir acheter de quoi me nourrir. Et on sourit là maintenant, on dit ça, mais c'est des cas qui nous arrivent ça tous les jours. Hein. La semaine dernière, on a eu encore un jeune qui est arrivé pour nous dire, ben voilà, j'ai pas d'argent, ma bourse n'est pas arrivée. J'ai fait une demande d'aide, on m'a dit que j'aurais une aide, mais ça va passer dans une commission. Une commission administrative, le temps que la commission traite la demande et que ça soit payé, ben, il aura le temps de passer 3 semaines avant de recevoir la moindre des choses, dans le meilleur des cas. Au moins. 3 mois. Ah oui, non, mais là je parle de l'assistante sociale du CROUS. C'est vrai que les aides régionales, c'est autre chose. C'est 3 mois, c'est le minimum. 3 mois, c'est le minimum. 2 mois, quand on connaît quelqu'un, 3 mois, c'est le minimum d'attente. Donc du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Créons un fonds d'aide. Voilà, au bout d'une réunion, on s'est dit on va créer un fonds d'aide. Ce fonds d'aide, c'était, au début, ça s'appelait le fonds d'aide AGEG, parce que l'idée, c'était ça, c'était celui de l'AGEG, forcément. Et puis au feu des discussions, on s'est rendu compte que parmi nos adhérents, il n'y a pas que des Guadeloupéens. On s'est rendu compte que pour les démarches au niveau du CNUS, le lobby ou le logement, entre les mailles, malgré le fait que ce soit l'association des jeunes de Guadeloupe, on avait des Réunionnais, on avait des Martiniquais qui étaient présents et autres. On s'est dit, bon, là, il faut peut-être réfléchir autrement. Donc en septembre, le 28 septembre, il y a eu notre assemblée générale. On s'est dit, on va inviter les associations qui remplissent le même objet que nous, mais qui n'ont pas forcément eu un soutien derrière les collectivités ou bien un soutien de monter des partenariats leur permettant d'agir immédiatement. Donc, pour la Réunion, il y avait l'ARP. Pour la Polynésie française, il y a l'association des étudiants de Polynésie qui existe depuis 80 ans quand même, c'est énorme.
Et ainsi de suite, pour Mayotte, c'est la Fédération des associations de Mayotte par sa section jeunesse. Et on cherche pour la Martinique, il n'y a pas d'association de jeunes de la Martinique. On s'est dit, il y a un problème. Alors j'ai appelé Joanne en septembre, je lui ai dit, Joanne, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'association qui pourrait être référente? Parce qu'on a invité tout le monde à l'Assemblée Générale, même la Guyane nous a trouvé une association, et on trouverait pour la Martinique. Il y a des associations, mais nous on ne fait pas de soirée. Donc il y avait des associations qui faisaient des soirées, qui ont le milieu étudiant avec eux, mais c'est pas mon business, c'est pas la peine. Puisque la GEC, on ne fait pas de soirée, depuis le début on s'est dit on ne fait pas de soirée, on est sérieux. Pour une fois, on veut être associé à quelque chose de sérieux, et pas quelque chose où il y a de la festivité, c'est de la musique. Non, c'est pas ça les étudiants européens ou quand il vient à Paris ou il n'y a pas pour s'amuser, il y a d'abord pour étudier. Et donc du coup, on s'est dit, il m'a dit, ben, viens en Martinique, on va voir ce qu'on peut faire pour créer une association de jeunes en Martinique. Entre-temps, on a commencé à faire des listes de noms de personnes qui pourraient être intéressées. Et là, je pense que ça a commencé à aboutir. Et il m'a dit, bon, ben allez, quand tu seras là, on fait une réunion publique pour en parler, pour présenter l'opération de Noël solidaire. Et c'est l'occasion. Donc, aujourd'hui, j'espère que je vais repartir et me dire, ben voilà, on a trouvé les référents martiniquais. Et c'est pas pour créer une fédération. L'idée, c'est de vraiment pouvoir se dire, on a des partenaires ensemble qui puissent pouvoir s'organiser. Et que quand on dit justement de la Martinique, je suis d'accord, il n'y a pas de souci, on l'aide, c'est normal. Mais quand il va commencer à nous demander ses repères culturels, en plus lui dire, ouais, mais c'est du gros cas qu'on va peut-être le proposer et autres, mais on va lui proposer d'aller rencontrer des gens qui, comme lui, connaissent les mêmes difficultés. Et puis quand il va devoir parler de GHR ou de Port-de-France, ils vont savoir réellement placer l'hôtel Impératrice que j'ai découvert aujourd'hui, je ne savais pas où il était. Il y a la batelière, le quartier, j'ai découvert la Martinique hier, mais c'est assez important d'avoir les mêmes repères. Et donc voilà, donc un peu ça a été ça l'idée. Maintenant je vais vous parler du Noël solidaire des étudiants. Maintenant j'ai expliqué pourquoi il fallait les associations. Le Noël solidaire des étudiants, ça veut être l'opération qui, à l'instar du Téléthon, du site d'action, enfin toutes les opérations caritatives, le concert des enfoirés, les restos du cœur, etc., pour être un outil de récolte de fonds. Parce que l'ancien fonds d'aide aux étudiants avec 1 000 € dedans, on va vite aider 2 personnes et ça sera fini. Donc pour ça, on a essayé de créer un événement. On a institué Noël solidaire des étudiants d'outre-mer. Parce qu'on s'est dit le Noël, ça compte pour nous. Il n'y a pas un ultramarin qui ne peut pas dire qu'il n'aime pas Noël, qui ne fait pas Noël. Nous, en dehors des convictions religieuses et c'est vraiment une fête que tout le monde attend, tout le monde regarde, tout le monde va chanter dans sa voiture la musique de Rabine Plate à la mode parce que c'est Noël, tout le monde attendra que voilà, enseigne passe cette musique. Et chez nous, c'est pareil. C'est enseigné. Bon, dans l'océan Indien, c'est différent pour eux parce qu'ils n'ont pas cette notion de chanter Noël, nous on a, d'aller s'asseoir le son, mais quand même, ils ont leur tradition de Noël et donc ça avait son importance. Et donc, Noël solidaire, ça va être un village traditionnel avec présent les 11 territoires d'outre-mer. Alors pour ça, on a consulté les élus, consulté les collectivités, on attend des retours pour le moment. Bon, certaines ont répondu tout de suite. Également des entreprises, parce qu'il y a aussi une question de solidarité, donc c'est peut-être des stages, comme on dit aux entreprises, vous ne pouvez peut-être pas donner ou autre, mais vous avez des stages à proposer, parce qu'on a la chance d'avoir des grands groupes quand même, qui sont présents ici et présents en Hexagone ou à l'étranger. Donc profitons pour apporter quelque chose de solidaire aux étudiants. Deuxième partie, c'est un chantier de Noël. Alors, je lui dois un reproche encore une fois, on a fait appel à Kassika et Benzo, mais moi c'est ceux que je connaissais tout de suite. Kassika et Benzo, qui est le pendant de Rabine Plate, je vois ici en Martinique, où c'est le groupe de chantier, la troupe de chantier de Noël qui quand elle se déplace, c'est 4000 personnes qui se déplacent derrière pour pouvoir les regarder. Et derrière, on a fait appel à un mini-concert. Alors c'est où sous s'installe la festivité, mais un mini-concert avec les artistes qui soutiennent. Donc des systèmes d'opération. Ici, Kananga qui est en cours, Kalash, Pompis, je ne suis pas très branché sur les artistes, mais il y a Pompis, enfin, il y a des artistes de tout l'outre-mer qui sont présents sur l'opération. Tout ça, c'était parce qu'on s'est dit, faire un appel à générosité, on se reconnaît l'être humain, ils ne donnent pas l'argent comme ça. Ils sont rares les gens qui font juste dire, bon ben c'est un fonds d'aide aux étudiants, je mets 10 €, je donne 12 €, c'est très rare. Toi-même la LMD ou autre, comme disait madame, ainsi, trouver dans son association, la première question que Chantal a posée, qui vous finance? Qui vous finance? Parce que pour lancer tout ce genre d'opération, il faut trouver des financements. Si ce n'est pas les collectivités, c'est qui? Les entreprises, elles veulent bien le faire,
Mais se pose la question, oui, mais je donne 1000 euros, mais c'est 1000 euros de perte sèche. Donc voilà, elles vont chercher à savoir est-ce qu'on peut le défiscaliser. Or, toutes les associations ne peuvent pas être reconnues d'intérêt général parce qu'elles doivent remplir 3 conditions. Et malgré même la GEG, en remplissant malgré toute son activité, le fait d'avoir Guadeloupe, alors il y a eu une longue question, bon, on a obtenu finalement un arbitrage, mais le rescrit fiscal permettant d'obtenir le pouvoir de fiscalité de Dieu le don, ça a été une longue discussion, un long échange, ça a duré pendant 8 mois, pendant toute l'année, parce qu'il y a eu la question, oui, mais vous n'êtes pas ouvert à tout le monde. Alors, on a dû leur expliquer de relire le statut. Le statut parle des jeunes de Guadeloupe une fois, mais après il parle d'outre-mer et de France. Donc il ne parle pas de jeunes guadeloupéens uniquement, comme je vous disais, on a des Martiniquais adhérents. Mais à côté de ça, il y avait les autres associations qui s'installaient. Ok, on participe, mais ça peut être le fonds de la GEG, ce n'est pas l'objectif. Donc on a décidé de créer, d'utiliser ce qui existe depuis 2008, c'est un fonds de dotation. Donc de créer un fonds de dotation des étudiants et des jeunes d'outre-mer. Alors comment le fonds va être? Le fonds permet pourquoi le fonds de dotation? Parce que c'est un outil de financement d'activités de l'intérêt général, de l'action d'intérêt général. Il permet la défiscalisation pour les entreprises par le mécénat privé et pour les personnes physiques. Donc c'est 60% pour les entreprises qui feraient un don par le mécénat et 66% des impôts, de l'utilité des impôts pour les personnes physiques. Les collectivités ne peuvent malheureusement pas participer au financement des fonds de dotation, mais tant mieux aussi, parce que pour une fois, arrêtons de regarder la collectivité, attendre que le ministre fasse un déplacement pour lui demander qu'est-ce qu'il fait pour nous, mais faisons nous-mêmes, parce que je pense que tout le monde paye des impôts, et tout le monde peut dire, au lieu de payer à 100% plein pour mes impôts, et je peux dire que je donne les 100 euros dans l'année sur un haut fonds de dotation qui permettra à d'autres étudiants de bénéficier d'aide et d'avoir accès à un petit coup de pouce. Et c'est une action d'intérêt général, une action connue pour voir que c'est normal. Je ne sais pas si dans notre engagement de pouvoir aider, on est toute la journée, on ne demande pas pourquoi on fait ça, mais pour moi c'est la normalité, c'est la base des choses. Et donc du coup, la création de fonds de dotation, comment sera géré? Les 11 associations des territoires d'outre-mer, 8 territoires pour simplifier la chose, les DOM comme POM, les 11 seront représentés au conseil d'administration, et ainsi que des personnalités qualifiées. Donc la BRED, pourquoi la BRED? Parce que c'est la banque qui tout de suite a suivi la GEG dès le départ, dès son lancement, et qui aujourd'hui nous permet d'aider certains étudiants. Parce que quand ils vont voir leur compte chez eux, tout de suite l'étudiant qui a en difficulté, il obtient 100 euros parce qu'on a une convention avec eux. Et plus, quand il a l'MDE, il donne plus de 150 euros. Donc, vous voyez, pourquoi il y a des... Vous avez fait la convention aussi, parce que s'il est adhérent de la GEG, l'association aussi reçoit de l'argent, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, il y a aussi une convention de la BED qui, lorsque le jeune est membre de l'association, donc il a de l'argent, il a les 50 euros sur son compte, mais aussi l'association reçoit 50 euros aussi sur son compte. Exactement. C'est un bon moyen de financement. C'est un bon moyen de financement pour les associations. Et surtout, c'est un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce, parce que c'est la réponse qu'on peut donner immédiatement. On n'a pas les moyens de donner de l'argent à l'étudiant. Donc on peut lui dire simplement, ben vas-y, va à la BRED et au moins tu auras 100 euros tout de suite. C'est 100 euros auquel il a droit. C'est 100 euros qui vont t'aider à t'en sortir. C'est certes, il y a une démarche peut-être commerciale, mais c'est la démarche qu'on peut avoir aujourd'hui pour donner 100 euros à l'étudiant immédiatement. Et derrière, la BRED, elle a décidé de s'associer avec nous dans la création de ce fonds de dotation, parce qu'elle utiliserait ce fonds comme fonds de garantie, ce qui existe avec la LMDE, un fonds de garantie pour permettre de donner rapidement de l'argent à l'étudiant. C'est-à-dire que ce n'est pas le fonds des jeunes qui donnerait à chaque fois 150 ou 300 euros à l'étudiant, c'est la BRED qui ferait l'avance pour lui permettre de pouvoir s'en sortir, de faire ce qu'il a à faire tout de suite, sans l'enfoncer dans un prêt étudiant qui prendrait du temps à se mettre en place et de pouvoir donner une réponse immédiate, allez, 150 euros, 300 euros en fonction de critères que le conseil d'administration du fonds des chiens déterminerait. Je trouve ça très intéressant. Est-ce que dans l'association, vous avez des relations avec l'ADOM? Oui. La DOM justement, elle va nous aider justement à faire venir le groupe Classica à Paris. À cette association, nous avons demandé l'aide à la possibilité territoriale pour nous permettre 270 euros qu'ils apportent directement. Au-delà de ça, avec la DOM Guadeloupe, on a fait réaliser un guide du départ. Tu vois le guide, tu ne pas cette étude. C'est Lisa qui est au conseil d'administration de la GEG également et qui est présente en Guadeloupe.
aussi un guide qu'on a réalisé cette année qui a été distribué à 10 000 exemplaires en Guadeloupe et qui a toutes les bonnes astuces finalement, enfin toutes les bonnes astuces selon nous. Hein, il y a d'autres choses qui pourraient être rajoutées pour un étudiant, pour un futur étudiant, pour qu'il parte et puisse à partir de manière à se prévenir des bonnes choses. Moi je trouve ça intéressant parce qu'effectivement au niveau des dotations régionales, nous donnons 2 000 € au primo-partant. C'est quand même assez conséquent. Mais c'est vrai que souvent les étudiants sont tardifs dans le dépôt de leur dossier parce qu'il leur faut avoir un certificat de scolarité. Et donc ça peut intervenir en septembre. Et donc finalement, le temps de la dotation c'est souvent novembre-décembre, même quand on va aller très vite, puisqu'il y a tout aussi au puits il faut que ça passe par la préfecture, comme tu sais, après que ça revienne chez nous et que ça passe par le trésor public, c'est long. Donc 3 mois, c'est déjà bien optimiste. Donc effectivement, ce système-là permet une régie, donc une réaction rapide. Puis je crois que le parlementaire qui a parlé, il est vraiment radin, il veut donner 100 € seulement avec les 6 000 € de dotation qu'ils ont mensuelle, plus leur réserve parlementaire. Non, il ne parlait pas de sa réserve, il parlait des conseillers généraux et régionaux. Non, je pense que c'est une excellente initiative. J'espère que la GEM va se mettre rapidement en place en Martinique. Personnellement, je suis prête à donner un très grand coup de main. Parce que les chefs d'entreprise sont généreux. Hein. J'ai eu l'occasion d'organiser un voyage à Cambridge pour des jeunes brillants. Très facilement, tous les chefs d'entreprise ont parrainé, ils ont mis 1 000 € chacun. Hein. Donc, il n'y avait pas de réduction fiscale à l'époque. C'était vraiment le don de soi. Je crois que quand on leur explique dans quel objectif c'est fait, le principe, il y a une grande générosité, une grande solidarité. Maintenant, ça commence à m'inquiéter, hein, parce que déjà qu'avec la DOR, on paie de tous nos étudiants. Alors si en plus, maintenant, il y a cette association qui se met derrière, on n'a plus personne en Martinique là. La Martinique, c'est le bibidum des esprits brillants. Non, c'est pas le bibidum des esprits brillants. Justement, allons regarder ce qui se passe ailleurs pour mieux revenir après, même si ça prend 10 ans pour certains pour revenir, mais je pense que tous se regardent dans l'esprit qu'on va revenir un jour pour continuer ici. C'est ce que j'ai aimé dans le principe. Tu as parlé tout à l'heure de culture, et tu as dit le bronca, etc. Et pour moi, c'est très important que les associations là-bas développent l'esprit de l'amour de la patrie d'ici. Et qu'on se sente vraiment responsabilisé en se disant qu'on a été aidé par des entreprises d'ici à pouvoir se former et qu'à un certain moment il faut revenir pour contribuer à l'évolution de ce pays. On a quand même quelque chose à écrire, hein. On a une page de l'histoire à écrire. Et merci pour toi qui as pris la parole au début, pour faire comprendre à quel point le social n'appartient pas à un camp politique, mais à l'ensemble des politiques de ce pays. Nous faisons tous du social, quelle que soit notre sensibilité politique. Et c'est important que les jeunes diplômés pensent à revenir construire l'avenir du pays, notamment dans les sciences appliquées, la génétique, l'intelligence artificielle, les langues, la professionnalisation à l'extrême. Donc j'ai beaucoup aimé que tu insistais aussi sur l'aspect culturel, culture générale, connaissance de son espace, celui que l'on quitte, et pour mieux revenir. Donc moi je suis prête, hein, conseillère régionale, à participer à tout ça, parce que je trouve que c'est très bien. J'espère que mademoiselle va venir au Robert pour développer son activité, parce qu'il y a beaucoup, j'ai 2500 jeunes qui attendent de s'organiser. Donc merci d'avoir cet élan, ce bénévolat, cet élan, cet esprit associatif qui commence à disparaître. Quand je vous vois là, je ne désespère plus de rien. Merci. Et tu sais, je veux même rajouter un truc, je ne l'ai pas dit, mais le fonds des jobs, si l'opération réussit, comment? Oui, lorsque l'opération sera terminée. Voilà, non, mais je veux dire, pas plus que pas la première année, que ça continue, que la démarche soit pérenne. On pourra dire que le fonds de dotation pourra financer des associations aussi, qui, quand malheureusement les recettes fiscales, il faut être réaliste, les recettes des collectivités se réduisent de plus en plus, pourra permettre à financer des opérations aussi d'intérêt général. Et ça, ce sera encore la plus grande réussite de se dire, ben, finalement, ce sera une fondation des Outre-mer qui permet de se dire, ben, on peut s'adresser directement à elle quand on a un projet, en plus de s'adresser aux collectivités. Elle n'est pas se substituer, elle reste en partenariat et permettre d'aider là où, malheureusement, le temps de l'action institutionnelle est dépassé. J'ai oublié de dire quelque chose. Juste une phrase. Hein. Merci, juste une phrase. Si sur le continent, vous avez un partenariat avec la Brenne, oui. J'ai quand même été très attentive à ce qu'a fait la BDAF la semaine dernière. La BDAF s'est énormément avancée en disant qu'elle était prête, tu as suivi ça après, à aider les jeunes. Donc je serais bien que votre association aille voir Audrey, celle qui représente la BDAF ici, puisqu'ils ont déclaré sur les médias qu'ils s'avançaient de manière extrêmement volontariste pour aider les jeunes. Profitez-en.
je prends la parole publique des 15 ans qui se reçoivent, parce qu'en fait, on avait déjà réfléchi à un fonds en fait, d'aide de jeunes, mais qui serait financé en fait en passant par les opérateurs téléphoniques. C'est-à-dire que quand on regarde bien, il y a beaucoup de pubs, des gens 97 000, des trucs comme ça, où c'est qui sont surtaxés. Et en fait, en passant par les opérateurs téléphoniques, on aurait mis en fait une option à 1 euro. Et en fait, c'est 1 euro en fait aurait alimenté un fonds en fait, qui s'est destiné à aider les jeunes en fait en général. Donc ça peut être une piste en fait de financement. Donc, on a commencé à exploiter cette piste-là, on a commencé à parler avec certains opérateurs téléphoniques et ce serait bien même le faire au niveau local, mais même au niveau national. Voilà. Et en fait, si chaque personne a des on prend souvent des options qui sont souvent inutiles sur leur portable, donc si on prend une option qui coûte 1 euro de plus sur notre forfait et qui revient en fait à un fonds, et en voyant la population, ça peut faire beaucoup d'argent. C'est énorme. C'est vrai qu'on parle beaucoup des jeunes étudiants. Qu'est-ce qui est prévu pour malheureusement tous les jeunes qui quittent l'école après le bac ou qui ont 25 ans, à partir de 25 ans, qui n'ont plus en fait d'aide. En général, les aides sont pour les jeunes de moins de 25 ans. Et on a appelé qui, à partir de 25 ans, ils sont isolés, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus droit à toute cette université ou étudiante. Est-ce que, parce que bon, on pense de notre future association prévoir cela, mais à la GEG, qu'est-ce qui a été entamé pour ces jeunes-là? Alors, au niveau de la GEG, c'est vrai que la démarche a été compliquée. Dès le début, on s'est posé la question, est-ce qu'on ouvre tous les chantiers d'un coup ou est-ce qu'on fait étape par étape? On a préféré commencer par les étudiants à l'époque, pour tous, c'est pour 90% du conseil d'administration, commencer par la partie étudiantine. De celui qui va devenir étudiant à celui qui vient de terminer ses études, en lui permettant d'avoir accès grâce à l'administrateur des talents avec la convention entre autres, d'avoir accès à son premier emploi, son premier non-stage et autres. Aujourd'hui, quand on parle, j'en ai parlé de la DOM, justement, avec la DOM, on essaie de se développer pour pousser les jeunes à partir faire une formation professionnelle. Là, il n'y a pas d'âge limite pour faire une formation professionnelle. Donc la DOM permet à un étudiant, ou un jeune du moins, d'avoir accès à une formation pro. Et donc du coup, c'est le pousser vers ça. Deuxième partie, ce sont aussi les contrats d'alternance et de professionnalisation. On a signé avec une convention avec l'Association nationale des apprentis de France, qui aujourd'hui, on paye, beaucoup cher, on paye pour les jeunes sa cotisation. Donc ça lui permet de, même quand ils passent par une démarche pour l'emploi, mission locale ou autre, quand ils cherchent un contrat de professionnalisation et qu'ils ne le trouvent pas sur place, d'avoir accès au réseau de la NAF au niveau national, pour lui permettre d'avoir un contrat de professionnalisation. Pour moi, tout passe par la formation. On peut aider un jeune, je ne sais pas qu'est-ce que tu entends par aider le jeune qui n'est plus étudiant, mais il n'est pas étudiant, c'est-à-dire qu'il n'est pas inscrit dans une université, mais derrière il peut faire une formation professionnelle et continuer plus loin. Après, comme je l'ai dit, c'est fonds de dotation des étudiants et des jeunes d'outre-mer. Donc on a bien précisé étudiants et jeunes de manière à ne pas avoir ce problème. Et l'association AGEG, le 1 n'est pas jeune étudiant, mais c'est l'association des jeunes de Guadeloupe. C'est un milieu pour permettre justement à avoir ça. Exact. Pour compléter ton information, pour la région, le jeune ne s'arrête pas à 25 ans. Nous, c'est jusqu'à 35 ans le jeune. Bien sûr, on ne parle pas de contrat d'adonne, eux sont de 16 à 25 ans. Mais pour nous, un jeune, c'est jusqu'à 35 ans. Et après, c'est la formation professionnelle, qui est quand même le budget le plus important de la région, qui prend le relais avec une prise en charge des formations jusqu'à 3 000 € annuels. Donc, il y a quand même... Je trouve même que parfois, la formation professionnelle est plus généreuse pour les plus âgés que pour les jeunes. Parce que pour les primo-parents, on donne 2 000 €, mais l'année d'après, la dotation n'est que de... Il n'y en avait pas. En fait, il n'y en avait pas du tout avant. Et on a mis en place cette année une dotation de 1 000 € sur l'ensemble des études. Ça coûte excessivement cher. Donc effectivement, et comme les dotations de l'État sont en train d'être gelées, on se demande comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir maintenir le système en place. Alors il faut savoir que ceux qui restent n'ont que 750 €. Donc j'insiste beaucoup, vous allez dire, mais pourquoi elle insiste? Parce que les étudiants se disent, moi j'ai 2 000 € si je pars, je n'ai que 750 € si je reste. Et le calcul est un faux calcul, parce qu'ils disent finalement 2 000 € je les fais, je pars, et ils se retrouvent en difficulté financière parce que les 2 000 € sont largement insuffisants pour s'installer là-bas, alors qu'on est 750 € quand on est chez papa-maman ici. C'est l'argent de poche, quand ça achète les livres, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Mais les gens ne voient pas ça comme ça. Ils voient tout de suite, j'ai 2 000 € donc c'est plus intéressant, je pars. Donc tout notre travail aussi aux associations,
sera de peut-être d'aider les jeunes à faire un vrai plan de carrière et à être un petit peu calculateur et stratège dans la façon de gérer les études. On peut commencer ici et continuer après, quand on est mûr à partir. Et c'est là l'intérêt. La gente te dit tout à l'heure, on n'incite pas les jeunes à partir. Voilà. Attention, c'est pour ça qu'on développe le pôle en Guadeloupe, où tu as Laurence et Lisa qui sont présentes en Guadeloupe, tu as Julio, Mélia, mais il y a toute l'équipe qui est présente à l'UAG également, puisque on a pas mal, Raphaël Lavette, il y a même deux nouveaux membres du conseil d'administration, on fait jusqu'à leur licence à l'UAG. Donc licence de droit pour l'un et licence d'histoire pour l'autre. Donc ça montre qu'on ne pousse pas du tout le jeune à partir. On dit aux jeunes, quand il part, il a un repère. Il n'a pas l'impression d'être le premier à être arrivé quelque part. Et c'est surtout ça la démarche, parce que c'est comme ça qu'on si on s'organise en réseau, de manière à être efficace, c'est la démarche de l'AG. C'est pas du tout une démarche pour dire aux jeunes, attention, bon, vous partez tous, on vous prend tous, vous partez, il faut partir. Non, non, du tout, bien au contraire. Parfois, on a des formations qui sont bien meilleures ici au place que celles qu'on pourrait avoir dans une université très mal cotée à l'Hexagone. Alors la grande difficulté, parce que je trouve de votre présence là, des jeunes, pour mettre quand même sur la table la grande difficulté des jeunes, c'est devant laquelle moi en tant que politique je suis assez impuissante, c'est le problème des stages en entreprise, notamment des BTS, puisque vous le savez, hein, le tissu économique martiniquais est étroit et la plupart des entreprises ne veulent pas prendre de jeunes. Alors aujourd'hui, la MEP forme des jeunes en BTS qui sont purement théoriques, sans aucun passage en entreprise. Donc ces gens-là, quand ils sortent, ils ne trouvent pas de travail parce qu'on n'en veut pas, puisqu'on leur dit que vous n'avez aucune expérience professionnelle. Donc ça coûte cher, la MEP on paye, hein. Le conseiller général va payer les études, mais on sait pertinemment qu'à terme, au bout des 2 ans, il n'y aura pas de boulot pour ces jeunes-là. Donc c'est votre combat. Et il faudra rencontrer effectivement les chefs d'entreprise, le BED, il faudra rencontrer les contacts d'entreprise, etc. pour signer une convention pour que les chefs d'entreprise acceptent d'avoir des jeunes en alternance. Parce qu'aujourd'hui, de nombreux jeunes arrêtent les études parce qu'ils n'ont pas nécessairement envie d'aller à l'université, parce que tout simplement, ils ne trouvent pas de stage pour faire le BTS en alternance sur 2 ans. C'est un fléau, je le dis, parce que j'ai déjà tellement répété ça en région et je vois que je ne suis pas suivie. Donc si je peux compter sur vous là pour qu'on puisse faire un grand mouvement, pour qu'enfin on puisse mettre ça sur la table, parce que moi j'enseigne la littérature et je le vois moi sur 70 étudiants, il y en a 50 qui auraient dû être en BTS. Et comme il n'y avait pas de place en entreprise, ils font de la littérature, mais ce n'est pas du tout ce qu'ils ont envie de faire. Donc quelque part, ils perdent leur temps. Donc c'est important que ça vienne vraiment sur la place publique et qu'on pose le problème. Et ça, c'est votre problème. Ça, c'est vous qui allez régler ça avec les entreprises. On a une question. Justement, pour vous tenir, c'est là où je voulais en venir, où vous disiez que l'AG, au niveau des jeunes qui ont plus de 25 ans, qu'est-ce qui peut être fait? Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas pousser les jeunes à partir, mais il ne faut pas non plus les pousser à rester lorsque les formations ne sont pas bien mises en place au niveau local. Parce qu'il y a des formations qui sont bien mises en place, mais il y en a d'autres, ce sont de vraies usines à chômage et qu'il faut le régler. Et c'est à ce niveau que je pense qu'il faudrait faire des séances de travail pour établir des livres blancs, remettre aux élus et faire suivre par la suite pour voir si les élus mettent en place véritablement les questions qu'on aura à étudier. Parce que c'est bien beau, c'est vrai de dire qu'il y a des formations qui sont mises en place au niveau local. Mais malheureusement pour beaucoup de jeunes arrêtent leur formation parce qu'ils sont entrés dans une formation qui n'ont pas fonctionné. Et personne n'en parle. Donc beaucoup de jeunes sont dans la rue, d'autres partent en France en espérant trouver, en France déjà donné l'Eldorado de formation et de métiers pour pouvoir s'exprimer correctement. Et c'est là en fait où ils sont à la rue parce qu'ils connaissent l'AGEC, mais l'AGEC c'est pour les étudiants. Ils connaissent la CNRA, ils disent oui mais c'est pour les étudiants, au final ils n'ont rien du tout. Donc c'est pour ça que je disais, est-ce que ce ne serait pas bien d'élargir le champ et de voir comment on pourrait travailler pour aider tous ces jeunes qui sont en France et qu'au final, il n'y a pas de sous-métier. Mais au final, des jeunes qui partent pour être ingénieurs se retrouvent à travailler au MAC de toute la vie. Oui. Et puis voilà. C'est tout à fait ça. Vous savez, le plus gros problème de l'État et de la nation française, ça reste sa jeunesse. Donc, justement, comme je le disais, c'est pas de ne pas travailler, il faut le faire. Mais commencer étape par étape. Parce que si on attaque tous les chantiers, on ne fait rien en même temps. Et ça a toujours été la démarche de travail qu'on s'impose, de ne pas faire tout d'un coup, sinon on ne fait rien de bon. Et faire étape par étape. Donc, voilà, au niveau des étudiants, le système est quasiment rodé. En 3 ans, la bourse au logement, c'est quelque chose qui finalement fonctionne chaque année. Cette année, c'est 96% des étudiants qui ont sollicité, 92% des étudiants selon les statistiques
qui nous ont contactés, qui se sont inscrits à la ressource logement, qui ont trouvé un logement grâce à nous. Donc ça, c'est déjà une première étape. Maintenant, le logement, on peut parler encore de logement. Au-delà des étudiants, on a signé avec Alfi, ce qui appartient au groupe ENCAD, qui est justement un bailleur pour le logement des jeunes actifs. Donc voilà, c'est jeunes jusqu'à 35 ans. Et Alfi, on a eu environ 40 jeunes cette année qui ont été logés sur Alfi. C'est des démarches qui prennent du temps, mais c'est la plus grosse des difficultés. Sinon, je pense qu'il n'y aurait pas eu tous ces déplacements ces jours-ci de certains ministres pour pouvoir nous dire, expliquer que notre jeunesse va mal et qu'il n'y a que la nôtre qui a des problèmes. Mais c'est un travail de longue haleine et qui demande un accompagnement sûr. Et c'est pour ça que pour qu'une agenda réussisse, il faut que les collectivités, sans regarder les étiquettes politiques, soient derrière et mettent les moyens, parce que ça demande des moyens. Les entreprises et tout le peuple se sent concerné par ce qui se passe. Ils ne disent pas « j'attends que l'autre fasse ». J'attends que l'État fasse. Au lieu de se renvoyer la balle pour dire que si on ne peut pas faire, c'est la faute de l'État, ou si on ne peut pas faire, c'est la faute de mairie, c'est la faute de la région, c'est la faute du conseil général. Je veux dire, ben non, mais finalement, on s'est mis ensemble autour de la table. L'argent, c'est justement le problème. On commence déjà par ça, et derrière, on essaie de développer des outils pour permettre aux jeunes d'être aiguillés sur son chemin. Et puis, c'est aussi le rôle du lobby. Tu vois ce que tu disais, des formations qui sont parfois développées sur place et qui n'ont aucun intérêt. Moi, je prends le cas, je l'ai dit l'an dernier à la région Guadeloupe, qui a ouvert un BTS audiovisuel. Combien de productions audiovisuelles on a en Outre-mer, en fait, dans nos deux? Voilà. S'il y a un film qui se fait tous les 3 ans sur place, c'est énorme. Donc ça sert à quoi de former 20 jeunes chaque année à un BTS audiovisuel? Et pour qu'au bout de la première année, quand il va chercher son stage, ben, finalement, il n'y a pas comme télé. Pour la Guadeloupe. Guadeloupe première, Canal 10, Éclair TV, si c'est une télé, oui, Éclair TV, et c'est tout. Donc il n'y a rien d'autre, il y a 3 télés qui vont prendre 20 stagiaires chaque année en audiovisuel. On a dit qu'il fallait mieux passer un partenariat avec une école dans l'Hexagone, avec un réseau d'entreprises qui permettent aux jeunes de pouvoir participer à des productions. Donc c'est aussi ça le rôle de nos associations. C'est d'être un lobby derrière pour dire, mais attention, ne mettez pas des fonds. C'est très politique ce genre de sujet, de donner une formation, mais ne mettez pas des fonds, ne dépensez pas beaucoup d'argent en investissant dans du matériel pour l'école, alors qu'il y aura peut-être 3 jeunes concernés réellement qui vont trouver, qui vont pouvoir réussir jusqu'au bout leur BTS. Voilà. Moi, j'ai juste une question à poser. On a parlé du logement, on a parlé de la partie financière. Moi, ce qui m'intéressait, c'est surtout l'accompagnement psychologique, parce qu'un jeune qui quitte son département, qui quitte son territoire, part aussi souvent avec des appréhensions, et souvent avec où je vais tomber, comment ça va se passer. Donc, moi, mes questions sont quels sont les accompagnements psychologiques que vous mettez en place? Est-ce qu'il y a un soutien psychologique, un psychologue, un groupe référent qui est capable de prendre ce jeune en charge lorsqu'il y a des difficultés? Parce que, deuxièmement, on a parlé de jeunes qui sont en fin d'études, qui vont vous quitter certainement. Ma question, est-ce qu'alors tout, ils restent à vos côtés? Est-ce qu'il y a des jeunes référents? Est-ce qu'ils vous accompagnent? Parce qu'aussi, ils sont des entreprises, dans ce qui se passe de vous parrainer, c'est une chose importante. Et puis, une dernière chose, notamment par rapport aux formations, on parle souvent de formation inutile. Bon, je ne dis pas qu'une formation inutile, on va simplement dire qu'elle est inappropriée à son département parce que les outils mis en place ne correspondent pas au bassin économique. Après, ma question, c'est vous, en tant qu'association, est-ce que vous avez aussi cette étude du département, du tissu économique, afin vous aussi, notamment, de proposer des formations qui sont liées au bassin économique. Aujourd'hui, en Martinique, on a une population qui vieillit. On a beaucoup de services à la personne, par exemple, qui vont devoir se mettre en place pour une population qui vieillit. Donc, à votre tour aussi, est-ce que vous êtes capable aussi de prendre ces gens en charge, d'expliquer que derrière, il ne faut pas forcément s'éloigner. On est capable de vous proposer un projet d'accompagnement local, sur place, de vous aider, pas forcément sur l'Hexagone. Donc, c'est ces 3 questions-là que j'aimerais un petit peu avoir. La question psychologique est quand même très importante. Et c'est là que j'attends une réponse particulière. En 2011, quand on a créé l'AGEC, c'était suite à une convention qui avait été signée aussi en 2009 entre la délégation interministérielle, la région et le CNUS. Cette convention prévoyait qu'il y ait une priorité sur le logement étudiant, mais également la mise en place d'un réseau de référents. Et ce réseau de référents, ce sont des jeunes qui sont eux-mêmes étudiants. Donc c'est aussi déjà un premier pas. Quand le jeune arrive, il y a toutes ces possibilités. Moi j'ai un ami, une camarade de l'an dernier qui me disait qu'elle sortait de la Guadeloupe.
me disait oui, on m'a dit qu'on enlève les gens à Paris, c'est pas son tour. Mais c'est ce que sa grand-mère lui a dit, elle n'avait jamais voyagé. Mais j'étais là pour lui dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça fait 5 ans que je suis installé là-bas, j'ai jamais rencontré ce problème-là. Mais pourtant, elle sortait de sa licence et c'est l'idée qu'elle avait de Paris. C'est l'idée qu'elle avait de Paris, c'était de ne pas se retrouver toute seule. Dans les années 70, il y avait des affiches dans les églises. Attention, toi qui pars à Paris, un danger te guette. Voilà, mais c'était ça. C'était sa grand-mère. Mais c'est ça, doit être ce que sa grand-mère a lu. Et voilà, elle vit avec sa grand-mère. Sa maman ne voulait pas qu'elle parte du tout, mais finalement, pour faire sa poursuite d'études, elle était obligée de partir. Donc je lui expliquer, lui dire mais non, elle donnait même pas son numéro aux gens. C'était vraiment. Non, mais c'est bête, mais elle donnait pas son numéro. Après, je ne dirais pas on n'est pas psychologue. On ressent tout. Les référents ont, dans le pôle référent qu'on a mis en place, il y a 2 psychologues, une du travail, parce que ce sont des jeunes aussi, qui comme nous sont aujourd'hui psychologues, et une autre qui a fait de la psychologiste clinique, une clinicienne, qui vient en formation de référent déjà pour nous aider, nous accompagner, pour comment accueillir un jeune qui est en difficulté, comment faire parler un jeune dont on sent qu'il est vraiment en difficulté, mais on a une fierté chez nous, nous pouvons quand même manger l'été plein tous les soirs, nous pouvons gens disent bon, nous allons manger l'été plein. Exactement, mais qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'on va venir on va devoir venir 2 fois, 3 fois chez l'ami, oh, tu arrives à l'heure du dîner à chaque fois, finalement tu vas le dire, oh, dis-moi, t'as pas d'argent, mais il faut amener le jeune à le dire. Donc justement, il y a eu des ateliers, c'est un week-end de formation lors de l'Assemblée Générale de la GEC. Pendant tout le week-end, il y avait des ateliers de formation justement à comment amener un jeune, comment l'écouter, tout en sachant s'arrêter à un moment, parce que c'est pas notre travail, on est étudiant en même temps. On n'est pas censé être psychologue. Donc derrière, voilà, quand il y a des gens qui peuvent nous accompagner, ou les renvoyer vers d'autres psychologues, exactement leur dire, mais voilà, il y a une écoute. Maintenant, le réseau est en train de s'étoffer, il y a les assistantes sociales qui sont du coup, qui sont des ultramarines aussi. Les ultramarines, j'aime pas ce mot. C'est le terme qu'on utilise aujourd'hui, c'est là qu'on trouve le note, les ultramarines, et qui ont entendu parler de la GEC, puisqu'au niveau du cours, on a fait une action avec le directeur du cours, elles ont entendu parler, elles se sont rapprochées de nous. Voilà, c'est aussi nos contacts pour nous dire, surveillez bien, dans cette résidence-là, il y a 10 chambres qui sont encore vides, on est déjà le 15 septembre, envoyer des jeunes qui en manquent, c'est ça. Donc voilà un peu pour la partie psychologie, donc il y a le référent et après on va vers le psychologue. On va faire plus malheureusement. C'est très bien. C'est déjà très bien. Sous l'insertion pour le jeune qui il y a encore un nouveau site de référence. C'est-à-dire que ça avance tous les jours, comme le disait Joanne, c'est un outil qui avance tous les jours. Ça n'existait pas. On n'avait pas prévu l'insertion de jeunes, qu'est-ce qu'on faisait du jeune après qu'ils sont partis. On s'est rendu compte qu'il y a 3 ans quand on a créé la GEG et aujourd'hui il y a des gens qui sont encore avec nous, au membre du CA, notamment notre trésorier, qui a fait travailler depuis 1 an et qui a fini ses études et qui travaille aujourd'hui. Ou encore une autre ancienne trésorière qui était diplômée et à HEC Paris et qui aujourd'hui travaille. Donc qu'est-ce qu'on faisait d'eux? Est-ce qu'ils quittaient la GEG parce que c'était une association d'étudiants ou on restait bien sur la démarche initiale, c'est l'association des jeunes? Du coup, non, ils sont là et ils veulent développer un nouveau système aussi pour jouer leur réseau. Donc jouer leur réseau, c'est aussi, on parlait de la recherche de stage, j'ai bénéficié de stage dans une entreprise. Je ne suis pas là pour recommander aux jeunes, mais je peux dire aux jeunes, je sais qu'entreprise va chercher un stagiaire. Donc ça, c'est jouer le réseau. Nous dire, voilà, ne pas être, parce que c'est très difficile de recommander quelqu'un, parce que ça peut, après, si on a même recommandé, ça peut mal se passer. Mais au moins dire, dans telle entreprise, il y a 2 places de stagiaires qui vont se libérer, et c'est quelque chose qui peut fonctionner. Donc, ils sont en train de mettre ça en place. Donc, je regarde pour le moment, parce qu'en bas des autres, il y a une réponse qui est apportée aujourd'hui, c'est pas vrai. C'est en train de se mettre en place. Et justement, c'est de pouvoir l'élargir et d'aller plus loin. Je vais vous prendre un exemple, j'ai un ami qui est trader, c'est un Camerounais. Il me dit le poste de stagiaire dans sa boîte, ça passe de Camerounais en Camerounais. Parce que simplement, dès que le poste est libéré, 2 mois avant que le poste se libère, il y a toute une série qui envoie son CV, donc finalement ça reste entre eux. Et d'autres communautés s'organisent comme ça. Je tiens, on referme la parenthèse, je tiens à féliciter tous les jeunes qui sont là. Nécessairement, ça me prend au cœur, Joanne, tous les jeunes qui sont ici, parce que je retrouve un discours que j'avais perdu et que je pensais qu'il n'existait plus. Je suis un peu en fait le Martiniquais en fait qui est parti là-bas, qui est revenu pour faire ses études, qui a eu la chance de trouver un travail ici. C'est pas facile, je me suis démerdé pour on arrive ici. Arrivé ici, il y a
il y a quelque chose qui se passe et qui est vrai, c'est une volonté, je ne suis... Il y a en fait... On va dire que quand on veut faire quelque chose ici, c'est quand même assez difficile. Tu as parlé du cœur. Moi, je suis arrivé avec beaucoup d'ambition. J'ai eu la formation de là-bas. Je rejoins encore l'idée du fait qu'il fallait partir. Il fallait partir pour pouvoir avoir une ouverture d'esprit et revenir au pays. Après, revenir au pays, c'est difficile. Et quand on revient au pays, c'est difficile d'y rester. C'est plus facile de repartir que d'y rester. Je suis un peu dans le cas, je suis revenu travailler, j'ai eu le temps de travailler là-bas, je suis arrivé ici, j'ai vu les conditions de travail qu'il y a ici, et pourtant je suis dans une société qui existe là-bas. Les conditions de travail qui sont ici, et je ne suis pas le seul, elles ne sont pas poussées en fait, elles ne sont pas faites pour qu'on évolue intellectuellement. Je le dis franchement parce que je suis vraiment dans une société qui pouvait pousser les jeunes à faire plus. Ce n'était pas la volonté. Je ne dis pas que toutes les entreprises font la même chose. Moi j'ai pris la décision de quitter mon travail pour pouvoir monter une entreprise parce que je ne me retrouvais pas dans les valeurs de cette société, de l'entreprise. J'avais deux choix. J'avais le choix de repartir en France pour intégrer une société du groupe. Mon choix plus facile. Le choix le plus difficile qui a été fait, c'est de rester ici en me disant qu'il y avait quelque chose à faire. Il y avait quelque chose, je refusais la volonté de partir, je refusais le fait de partir en France. Là où je te rejoins, et je rejoins l'idée de l'AGEM, de créer en tout cas l'AGEM ici en Martinique, c'est qu'en prenant cette décision, on a l'impression qu'il n'y a pas d'aide, on a l'impression qu'il n'y a rien, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. En fait, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, par contre, on ne sait pas ce qui existe. Après, moi, l'AGEM, ce serait en fait créer comme un lobby des jeunes. Tu vois? Peut-être pas aussi poussé que toi, mais en tout cas, un lobby des jeunes. Peut-être. Non, voilà, peut-être aussi, non, mais c'est clair, mais en tout cas, un lobby des jeunes qui sont là-bas, qui ont pris l'expérience de là-bas, qui ont trouvé un travail ici, mais qui viennent avec la culture d'entreprise de là-bas, qui la ramène ici et qui n'accepte pas cette culture d'entreprise qu'il y a ici, en tout cas qui veulent développer autre chose, une autre façon, une autre culture d'entreprise, une autre façon de voir les choses. Je suis totalement d'accord. Je crois que j'ai fait le tour. Je voulais dire autre chose. Mais je crois que c'était tout. Il faut vraiment que nous rectifions le tir pour que cette jeunesse puisse avoir d'autres perspectives. Alors, c'est vrai qu'il faut s'engager, et c'est pour ça que je tiens à féliciter Joanne, à te féliciter aussi, et à féliciter Laurent aussi, qui s'engage, même s'il s'engage pas là où je voudrais. Mais il s'engage, et je crois que c'est ça qui est important, c'est que votre génération construise sa mission, l'accomplisse ou la trahisse. Voilà ce que je voulais vous dire, et puis tout est fait.